à toutes et à tous, nous sommes le 8 mars, un jour particulier et fort de sens, c'est la journée internationale des droits des femmes, cette date historique qui est célébrée dans de nombreux pays à travers le monde. C'est l'occasion de faire le bilan et rappeler les inégalités persistantes, mais aussi les initiatives positives. Nous avons voulu, avec Caroline, donner la parole à des femmes qui œuvrent dans ce sens, que la parole se libère, on ne peut que s'en réjouir. Cette journée aujourd'hui, une brûlante actualité, car tant que l'égalité entre les hommes et les femmes ne sera pas atteinte, nous aurons besoin de la célébrer. Nous allons donc parler de la libération de la parole et de son impact dans tous les milieux. Nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau la maire de Strasbourg, Jeanne Barzéguian, qui va réagir tout au long de ce live. Bonjour Jeanne. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors avant de démarrer, merci à Auguste et Louise de nous accueillir dans leur studio et de mettre à disposition toutes leurs équipes et les moyens nécessaires pour porter notre voix. Notre partenaire média, évidemment, Top Music, pour son soutien. Et Caroline, mon acolyte de toujours là, toujours à mes côtés. Nous rappelons quand même que nous avons, et nous sommes évidemment sensibles à ce qui se passe en ce moment et respecter les gestes barrières. Nous sommes distanciés, comme vous le voyez. Et donc, on vous rappelle qu'il faut continuer à faire attention. Caroline, je te donne la parole et je te laisse présenter le programme de ce live. Dense et riche, Katia. Bonjour, Madame la maire. Alors, au sommaire, effectivement, de cette émission spéciale, de cette édition spéciale, nous allons écouter, comme tu l'as dit justement, Katia, des initiatives positives et qui vont défendre les engagements et qui permettent de libérer la parole des femmes, en l'occurrence. Alors, cette libération se déroule évidemment dans l'éducation, nous le verrons avec notre première invitée, mais aussi dans la justice, puisque le rôle d'avocat est véritablement un rôle essentiel pour libérer et aider la parole des victimes. Nous serons aussi en direct avec Berlin, vous le verrez plus tard, pour parler du harcèlement de rue et des moyens pour agir et lutter contre ce fléau, mais aussi libérer la parole, c'est dans les quartiers sensibles et populaires et nous en parlerons avec un média strasbourgeois et puis aussi dans les entreprises, la parole se libère mais avec un outil, l'humour, et donc on verra ça avec notre invité. Tout de suite, Madame la maire, je vous propose de rencontrer les Strasbourgeoises et Strasbourgeois qui eux aussi libèrent la parole puisqu'on est allé à leur rencontre pour savoir ce qu'ils pensaient du 8 mars, une réalisation Jésus Baptista. Non, je ne sais pas. Ah mon Dieu, ben oui, pardi. La journée de la femme. Le 8 mars, non, je ne crois pas, non. Le 8 mars, c'est la journée de la femme. Non, pas du tout. Donc la journée internationale des droits des femmes. Je trouve ça complètement absurde. Moi, la journée de la femme, c'est aussi la liberté de s'exprimer autant qu'on le souhaite. Déjà l'égalité homme-femme, après les violences aussi, parce qu'on reconnaît trop souvent devant les tribunaux que c'est plutôt de la faute de la victime, ce qui est totalement stupide, je trouve. On est encore en 2021 à parler du droit des femmes. C'est quand même terrible, non ? Je sais pas, au niveau des salaires par exemple, il pourrait de nouveau y avoir encore plus d'égalité entre les hommes et les femmes, au niveau des services publics, au niveau des toilettes. Enfin, il y a certainement beaucoup de choses qu'on ne s'en rend pas forcément compte, peut-être moi en tant qu'homme. On milite un petit peu en tant qu'élève pour une sorte de renouvellement de l'équipe pédagogique, mais ça pourrait se faire dans plein de strates, de domaines dans la ville, pour qu'il y ait vraiment une parité. Strasbourg, honnêtement, je pense que c'est quand même une bonne ville, plus ou moins pour les femmes. Après, c'est sûr que par rapport à cette sécurité, cette insécurité plutôt pour les femmes dans la rue, le soir, maintenant c'est un peu moins à cause du couvre-feu, mais ça reste quand même un problème, je pense, qui est important à régler. Quand je vis la ville, je me dis pas, je la vis en tant que femme. Je la vis en tant que personne. Après, d'autres actions qu'une ville pourrait mener, ce serait peut-être faire en sorte qu'il y ait de l'égalité entre les deux sexes, on va dire, par rapport au salaire. Je ne sais pas si la ville peut mettre en place ce genre de choses. Alors, comment réagissez-vous à ces témoignages pris sur le vif ? Qu'est-ce que ça vous inspire, ces réponses ? Ça m'inspire plusieurs choses. Ça m'inspire d'abord que c'est bien qu'on continue à mener des programmes autour de cette journée importante du 8 mars.
journée internationale de lutte pour les droits des femmes, et pas comme c'est souvent malheureusement traduit, y compris dans le secteur commercial, journée de la femme ou fête de la femme, avec des promotions sur l'électroménager. C'est pas ça, c'est plutôt une journée justement qui a pour but de montrer les manques de notre société en la matière, les inégalités qui sont encore flagrantes, mais aussi toutes les initiatives qui permettent d'avancer. Ce que je trouve formidable dans les témoignages, c'est qu'il y a aussi des idées, il y a des choses très concrètes. On voit que dans les préoccupations, on est beaucoup quand même sur les questions d'inégalité salariale. Donc là, la ville ne peut pas forcément agir sur tous les salaires dans le secteur privé. Par contre, elle peut agir en tant qu'employeur exemplaire. On a quand même plus de 7000 agentes et agents à l'Eurométropole de Strasbourg. Et là, il y a un vrai plan d'égalité salariale, de même qu'il y a un vrai gros travail sur la parité à faire dans les postes à haute responsabilité. On est aujourd'hui, juste pour vous donner, dans les 10 plus gros salaires de la ville et de l'Eurométropole, il y a une femme aujourd'hui, juste pour vous montrer qu'on a encore du boulot, mais on a une direction générale qui est paritaire, et ça c'est une nouveauté et c'est un pas en avant. Il y a beaucoup de thématiques abordées à travers ces témoignages-là, et notamment l'insécurité des femmes. C'est notamment des hommes qui nous le soufflent aussi, donc ça veut dire que ça devient vraiment, on va dire, un sujet public et préoccupant pour l'ensemble de la société. Alors, l'insécurité des femmes dans l'espace public et à Strasbourg, quelles sont les actions aujourd'hui que peut mettre en place la municipalité ? Alors, est-ce que c'est l'insécurité des femmes ou est-ce que c'est les comportements d'agression, souvent des hommes dans l'espace public ? Et pour moi, alors bien sûr, en tant que maire de Strasbourg, j'ai certains leviers pour faire en sorte que cet espace public il soit le plus accueillant, on s'y sente le plus en sécurité possiblement. Mais au-delà de tout le travail qu'on peut faire sur l'éclairage, sur le fait d'éviter de se retrouver dans des ruelles sombres, etc., pour moi, il y a un vrai travail à faire en amont, en prévention, en éducation des petits garçons, des jeunes hommes autour de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc là, il y a des campagnes d'information et de sensibilisation à mener. On dit beaucoup aux femmes qu'elles doivent s'exprimer, dénoncer, etc. C'est très bien. Je trouve qu'on ne dit pas encore assez aux hommes et aux garçons qu'il n'est pas normal d'interpeller, il n'est pas normal d'agresser verbalement, même si c'est pour faire soi-disant des blagues. Et là-dessus, on a un vrai rôle à jouer en termes d'éducation. Notamment avec la mission droits des femmes et égalité de genre, une mission évidemment de la ville de Strasbourg. Alors dans votre campagne, vous vous engagiez à multiplier par 3 le budget de cette mission-là. Où ça en est quelques mois après le début du mandat ? C'est le cas. En fait, ce sera présenté au budget qui sera voté dans quelques semaines. Donc effectivement, on triple le budget. On fait en sorte de renforcer les moyens. On renforce aussi les moyens de formation de nos agentes et agents. Je pense à la police municipale, mais finalement à tous les agentes et agents qui sont dans l'accueil des populations, qui sont aussi dans l'espace public. Il ne serait pas normal que des agentes et agents soient eux-mêmes auteurs, autrices de violences ou de discrimination ou de harcèlement. Donc il y a un vrai travail là aussi de prévention. Et puis une urgence, mettre en place une cellule d'écoute en interne. J'étais très surprise de constater qu'elle n'existait pas à l'Eurométropole pour pouvoir recueillir des témoignages et du personnel qui se retrouve victime de violences. Cette mission, donc égalité femmes-hommes, égalité de genre, droits des femmes, pardon, égalité de genre, est aussi à l'initiative et porte le projet de cette journée internationale des droits des femmes et de lutte pour les droits des femmes. Alors, on voit à Strasbourg une campagne choc, on va le dire, qui est en place depuis quelques jours. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que raconte cette campagne d'affichage qu'on voit d'ailleurs à l'écran ? On est en plein dans l'actualité, évidemment, de cette nécessaire libération de la parole des femmes. Donc le message de cette campagne menée par la ville de Strasbourg pour cette année, c'est « Libérons la parole ». Mais attention, libérons la parole, ça ne signifie pas, c'est pas une simple injonction à dire aux femmes « vous devez parler ». D'ailleurs, c'est pas forcément si simple que ça. Si on sent une pression forte de la société, si on vit avec un conjoint violent,
si voilà, on ne se sent pas en sécurité pour pouvoir s'exprimer, eh bien, cette parole, elle ne va pas se libérer toute seule. Donc, c'est la libération de l'écoute aussi. C'est exactement. La libération de la parole, mais c'est la libération de l'écoute qui permet d'être écouté. Libérer la parole, c'est recevoir, c'est savoir accueillir, recevoir cette parole et accompagner les personnes qui vont l'exprimer. Alors, on voit à l'écran et on voit évidemment cette campagne avec ces 3 femmes qu'on voit un peu partout dans Strasbourg, donc libérons la parole, avec une diversité au niveau des typologies de femmes évidemment. Et donc je vous invite à aller sur le site de strasbourg.eu, puisque la programmation de cette semaine qui a déjà démarré et qui se poursuit encore pendant quelques jours est d'une richesse et d'une densité, et vraiment chapeau, parce qu'au vu de la situation sanitaire qui est extrêmement compliquée, réussir à maintenir des événements, des animations, des expositions, des conférences en ligne, c'est vraiment une belle prouesse. C'est d'une densité, alors choisir juste un événement, ça serait un peu compliqué parce que tout est fait dans Strasbourg, et les associations, les écoles et dans les quartiers évidemment populaires de la ville, tout le monde joue le jeu et libère la parole à son niveau, et donc je vous invite évidemment à aller sur le site strasbourg.eu pour consulter le programme complet de cette semaine-là. Alors, on est très fiers d'avoir, on le disait, une ville dirigée par des femmes. On rappelle qu'au-delà de votre rôle, on a une femme présidente de l'Eurométropole, on a une femme vice-présidente de l'Eurométropole qui ont été élues. Une ville dirigée par des femmes, c'est quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est finalement différent? Alors à Strasbourg, c'est pas une nouveauté, puisque on a déjà eu deux femmes maires. Strasbourg a déjà eu deux femmes maires avant moi. Je suis la première femme écologiste. Ça c'est la nouveauté. Mais vous avez raison de dire que le fait que je sois une femme maire de Strasbourg, que avec la présidente de l'Eurométropole, Pia Ims, on est même créé, et avec Daniel Lambard, maire de Schiltigheim, on a créé un trio féminin, eh bien c'est assez inédit. C'est aussi la première fois, on a porté cela, qu'il y a un exécutif de l'Eurométropole paritaire. Dans le dernier mandat, il y avait sur 20 vice-présidentes et vice-présidents, il y avait 5 femmes. Donc là maintenant, on nous a même presque reproché d'être légèrement en majorité, quand même. Ça a été souligné lors de l'investiture, en disant mais vous êtes pour la parité, il y a plus de femmes, c'est une honte. Bah, écoutez, voilà ce que ça fait. Une fois ça s'inverse. Exactement. Mais est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose de différent, même dans la manière en fait d'aborder les choses, de faire passer les messages? Est-ce que du coup, quand on est là, on arrive à activer sa sensibilité féminine aussi, et cette forme de sensibilité, de bienveillance qui est propre à nous? Alors sans être dans l'essentialisme, le fait qu'on ait des places différentes qui nous sont données par la société dès le plus jeune âge, ça nous donne effectivement un autre rapport à la société. Le fait aussi d'être victime d'inégalités, ça, je pense, ça nous rend plus attentives et vigilantes à traiter ces questions et à les embrasser dans l'ensemble des politiques publiques. Donc je crois qu'on l'avait déjà abordé. Je crois que ce que ça change, c'est notre regard de femmes sur la manière dont sont construites les politiques publiques. On parle souvent de l'urbanisme. Vous savez, ces grandes tours là, voilà, c'est souvent des concours d'hommes, j'allais dire, les urbanistes, les architectes. Comment on repense une ville à travers le regard des femmes et pour les femmes et leurs usages. Donc, je crois que c'est là qu'on est vraiment en train de changer les choses. Et puis, j'espère qu'avoir des femmes avec des hautes responsabilités, ça va inspirer aussi des petites filles et d'autres jeunes femmes. Et donner l'exemple. Alors, juste dernière question, le fait d'être une femme, par exemple, est-ce qu'en conseil municipal, ça a un impact dans vos prises de parole sur le fait d'être écoutée? Puisqu'on a vu dans certains conseils municipaux qu'on a coupé le micro d'élus femmes sans scrupule, avec beaucoup de violence. Est-ce que vous ressentez qu'il y a une différence, le fait d'être une femme? Alors, ce que je constate, c'est que le paternalisme a la vie dure, c'est-à-dire des hommes politiques qui n'ont pas été élus, eux, ou en tout cas qui ne sont pas dans l'exécutif ou dans la majorité, et qui, évidemment, me donnent des leçons. Ça, effectivement, je suis pas sûre que ce serait le cas si j'étais un homme. Après, voilà, je fais aussi la part des choses. Il y a aussi la politique qui s'en mêle, et je crois, on peut le dire aussi, des visions différentes d'un projet de société. Je dois dire aussi que je remarque des réactions parfois épidermiques, ce qui m'étonne en 2021, quand on parle de revoir l'aménagement des cours d'école pour justement plus d'égalité filles-garçons, et éviter que, comme c'est trop souvent le cas, il y a un terrain de foot au milieu et les petites filles qui regardent sur les côtés, qu'elles puissent s'approprier aussi cet espace, et ensuite plus tard, à l'âge adulte,
s'approprier l'espace public, eh bien, ça a provoqué un certain nombre de réactions épidermiques de la part d'hommes politiques notamment. Forcément, c'est du changement. Merci Jeanne. Je vous propose d'accueillir tout de suite, vu le programme riche de ce live, notre première invitée. C'est à toi, Caro. Eh bien, bonjour Lauriane, merci de nous rejoindre. Alors, on commence par toi. Alors, Lauriane, tu es coprésidente du collectif féministe et intersectionnel de Sciences Po Strasbourg, un collectif qui est en place depuis 2013 et qui avant s'appelait Copines, et on les a reçus dans les Grandes Gueules tout au début d'ailleurs de leur lancement. Alors, la mission de ce collectif, c'est de sensibiliser et d'instruire les élèves de l'établissement donc de Sciences Po autour des problématiques de violence, de racisme, de sexisme et de toute forme de discrimination, évidemment. Alors, pourtant, il y a un mois, je crois quasiment jour pour jour, on a vu émerger un hashtag qui s'est emparé de la toile, le hashtag ScienceSport. Alors, sur les réseaux sociaux, de nombreux élèves et anciens de Sciences Po ont dénoncé des agressions sexuelles subies au sein des prestigieux établissements Sciences Po partout en France. Et tout est parti d'une lettre ouverte d'une étudiante de l'IUP de Toulouse qui a envoyé ça, et ça a fait un raz-de-marée puisque ça a été repris sur le compte Instagram de Anna Tamazov qui tient le compte Même pour Cool Kids. Voilà, j'ai fait un petit rapide retour sur l'actu. En gros, là, on en est où un mois après et qu'est-ce que ça a révélé comme affaire ? Alors pour nous, ça n'a pas révélé grand-chose en fait pour l'association. Nous, on est au courant de ce qui se passe depuis des années et on en parle depuis des années. On est là pour sensibiliser les élèves, mais on est là aussi pour discuter avec la direction, l'administration, les enseignants. Et on espère justement que toute cette mobilisation fera bouger du côté des élèves et de l'administration. Nous, à Sciences Po Strasbourg, on estime qu'on a quand même de la chance comparé à d'autres IEP. On a une administration qui engage les procédures quand il y a des cas d'agression sexuelle ou de viol, et c'est déjà un grand pas. Mais on veut faire plus parce que le punitif, ça ne suffit pas, et nous, on veut vraiment travailler aussi le préventif. Voilà, exactement. On ne peut pas juste se reposer sur le punitif, même si évidemment le punitif a aussi un rôle préventif. Donc là, ce qu'on a vu, oui, c'est beaucoup d'élèves qui ont témoigné, mais pas toujours des victimes directes. Et vu qu'aujourd'hui, on parle de la libération de la parole, je pense que c'est important de rappeler que ça doit être la libération de la parole des victimes avant tout, parce qu'on a vu trop souvent, je pense, des élèves s'approprier l'histoire de victimes pour en parler, voilà, et déformer l'histoire. Et c'est très dur pour les victimes qui ont déjà assez à gérer comme ça. Et je pense qu'on doit faire attention. La libération de la parole, c'est avant tout la libération de la parole des concernés. Et les autres ont évidemment un rôle à jouer, mais c'est un rôle de soutien, pas de prise de parole directe. Comment tu expliques que ça a pris autant d'ampleur? Alors on voit le mouvement MeToo touche évidemment toute la société et toutes les sphères. Encore il y a quelques jours, devant les cours Florent à Paris, il y a eu un sit-in pour dénoncer aujourd'hui les violences et les agressions que subissent les élèves par des professeurs aussi. Donc ça touche tout le monde, et même les startups, les entreprises. Pour autant, Sciences Po, ça a fait un raz-de-marée. Comment tu expliques ça? Je pense que avant ça, il y a eu l'affaire Duhamel et on a commencé à reparler de Sciences Po plus qu'avant, et ça a joué, même si c'est des affaires totalement différentes, ça ne concerne pas les mêmes choses, même si on est sur des affaires de violence sexuelle. Mais je pense qu'il y a aussi... On a un ministre de l'Intérieur qui est accusé de viol, qui est au conseil d'administration, je ne sais plus s'il est encore, je crois qu'il est encore, de Sciences Po Lille. Et ça, ça a fait déjà beaucoup de bruit à partir du moment de sa nomination. Et je pense qu'il y a eu un gros travail des associations, même pour Cool Kids féministes aussi, qui a visibilisé beaucoup la cause. On voit aussi le rôle des réseaux sociaux pour notre génération pour visibiliser ces sujets-là. Et les associations féministes des IEP, il y en a dans tous les IEP.
ont beaucoup travaillé. Nous, c'est du travail de long terme, donc on a pu, en continuité avec tout ce qu'on faisait avant, mettre encore plus en lumière ce qu'on faisait et peut-être aussi qu'on était plus soutenus parce qu'il y a eu la médiatisation. Les gens ont compris que ce qu'on faisait depuis des années, ça sortait pas de nulle part et qu'en fait il y avait vraiment du fond derrière, que nous c'était pas pour le plaisir qu'on était là à râler sur certaines choses, c'est qu'on voit ça depuis des années et je pense qu'on a aussi reçu plus de soutien comme ça, ce qui a permis, nous on a fait un rassemblement devant l'IEP et il y avait quand même entre 150 et 200 personnes, il faisait moins 10 degrés en plein Covid, les étudiants sont beaucoup rentrés chez leurs parents, etc. Donc c'était important pour nous quand même. Alors, il y a des associations intégrées dans l'ensemble des IUP de France. Cette affaire concerne l'ensemble des IUP de France, mais pour autant, chaque établissement ne gère pas de la même manière, on va dire, cette libération de la parole. Et les cas et la parole des victimes n'est pas pris en compte de la même façon, parce qu'on condamnait et on dénonçait beaucoup le silence des administrations. Alors, Arc-en-Ciel, le collectif, vous travaillez main dans la main avec la direction de l'IUP de Strasbourg. Comment ça se passe justement à Strasbourg? Je pense qu'au-delà des différents IEP, ça change beaucoup selon la direction des IEP. Ça change à peu près tous les 5 ans. Donc il y a évidemment des directions qui sont plus sensibles au sujet que d'autres. Nous, actuellement, on est contente parce que la direction actuelle engage les procédures, etc. On a évidemment des désaccords avec l'administration quand même sur d'autres sujets, mais voilà, pour nous l'important c'est l'engagement des procédures et dans certains IEP, au contraire, certaines directions vont décourager les victimes à parler, mais la nôtre, voilà, il y a cet engagement des procédures qui est le plus important. Est-ce que tu dirais que cette libération de la parole a aidé ou pas? Parce que quand on a préparé ensemble l'émission, tu y trouvais certaines limites. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a eu un vrai problème de, peut-être que confiscation, c'est un peu trop fort comme mot, mais de prise de parole de personnes qui n'étaient pas concernées et qui parlaient d'affaires de victimes de façon anonyme, sans dire leur nom. Mais on est dans des petits IEP avec beaucoup d'intégration, tout le monde se connaît. Et donc, ça médiatisait des affaires que les victimes ne voulaient pas médiatiser. Et ça, je pense que c'est la grosse limite du mouvement, en fait. Je pense que voilà, ça doit toujours être la libération de la parole des victimes avant tout. Mais je pense que ça a aussi permis de faire avancer les choses parce que ça a renforcé le dialogue avec les administrations, avec les élèves. Les élèves ont pris conscience de certaines choses. Nous, à partir de la semaine prochaine, on met en place un groupe de travail avec l'administration qui va durer sur le long terme avec des représentants étudiants, associatifs, enseignants. Et ça, je pense que voilà, sur le long terme, ça peut avoir un impact positif. Alors, que ce soit le ministre à l'enseignement supérieur qui a salué le courage des victimes qui prennent la parole, ou Marlène Schiappa, qui est ministre à la citoyenneté, qui soutient le mouvement, qu'attendez-vous du collectif, enfin le collectif Arc-en-Ciel, qu'attendez-vous des pouvoirs publics et forcément de la ville et du soutien de la ville, parce que je sais que vous êtes soutenu par la ville aussi. Oui, on a échangé avec Christelle Wider, qui est l'adjointe chargée de l'égalité homme-femme. On a reçu son soutien, elle n'a pas pu se rendre au rassemblement, mais c'est agréable de se sentir soutenue. Là, je pense que nous, on est face à un problème qui est important dans les IEP. Dans les universités, il y a 10% de plus de victimes de violences sexistes et sexuelles que dans le reste de la société. Donc c'est un sujet particulièrement spécifique pour l'université. 10% mais on est face aussi à un sujet sociétal qui est complet. Et au-delà d'un soutien direct pour nous à l'association des pouvoirs publics, on a besoin d'une mise en place de vraies politiques publiques, non seulement locales, et on a de la chance, localement on en a, mais au niveau national. Moi j'ai rigolé quand j'ai vu Marlène Schiappa nous soutenir. Enfin, ça, je pense qu'en termes d'hypocrisie, on est quand même... on est quand même sur un bon niveau, mais je pense que voilà, c'est des politiques publiques globales qui mettent l'argent au bon endroit, et l'argent, il faut largement augmenter les moyens financiers, augmenter la formation. Il y a tellement de choses à revoir, et c'est international. Madame la maire, je vous vois réagir évidemment, puisqu'on parle des pouvoirs publics. Je réagis parce que je comprends aussi l'agacement ou la frustration des associations. Quand au début de mandat, la lutte pour les droits des femmes a été décrétée grande cause nationale, je comprends que ça fasse rire jaune aujourd'hui, où finalement, en plus avec une crise sanitaire,
dont on a vu qu'elle avait encore renforcé les phénomènes d'inégalité et de violence. Et donc je crois que la France, en tout cas, n'a pas pour l'instant de leçons à donner. Elle doit agir et qu'on a un gouvernement effectivement qui n'est pas à la hauteur en termes notamment de soutien aux associations. Il y a eu toute cette polémique aussi autour du fait de vouloir privatiser le numéro d'appel des victimes de violences, le 3919, alors qu'il doit s'agir d'un service public absolument essentiel. Merci pour votre témoignage. Merci infiniment Lauriane et bravo pour l'action de Arc-en-Ciel. Je vous propose de passer à la justice. Là on parle de la parole des victimes, on libère la parole des victimes, mais qu'en est-il au niveau de la justice ? Caroline Bola, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder ton temps. Tu es avocate à Strasbourg depuis 14 ans. Tu travailles particulièrement sur du pénal et les affaires familiales. Et donc, il t'arrive, hélas, souvent qu'on pousse ta porte pour des histoires de viol, d'inceste ou de violence conjugale. Alors, c'est vraiment intéressant pour nous de t'entendre sur l'impact, en fait, de la libération de la parole dans le cadre juridique. Est-ce que tu as pu constater déjà, de manière générale, avant qu'on rentre vraiment dans le sujet, des changements grâce à la libération de la parole et grâce aux médias ? Alors c'est vrai que ça fait quand même plusieurs années là qu'on constate une libération de la parole, des femmes qui prennent rendez-vous en amont en fait, c'est-à-dire elles viennent nous voir, nous consulter pour connaître leurs droits et parler de violences conjugales ou de faits de nature sexuelle. Alors que très certainement, elles n'auraient pas été en capacité de le faire sans tout ce qu'on entend, les médias, toutes les politiques qui sont actuellement mises en œuvre. Comme si on avait ouvert la voie. Alors, tu es l'avocate d'une des plaignantes dans l'affaire de la Maison des Associations. Hein. Rappelons les faits qui accusent l'ancien président de harcèlement. Alors, c'était une affaire qui a été très médiatisée. Hein. Nos collègues de Rue 89 révèlent les faits en 2019. On les a déjà reçus à la radio à ce moment-là. S'en est suivi une accélération incroyable, poussée par les médias. On sait aujourd'hui aussi que les médias ont accéléré le licenciement, ce qui a valu aussi une victoire au prud'homme, puisque les choses ont été faites précipitamment. Alors oui, ça a abouti à un procès, puisque le procès a été, malgré qu'il a été reporté quand même 2 fois, enfin ouvert en décembre 2020. Donc oui, il y a un procès, mais on voit que c'est long, que c'est complexe, entre le pénal, le prud'homme. Qu'est-ce que ça nous montre, cette affaire ? Alors évidemment c'est complexe, en plus on sait que cette histoire n'est pas terminée puisqu'il y a un appel actuellement en cours. Ce que ça nous montre quand même, c'est que dans ce dossier-là en particulier, sans l'intervention de Rue 89, des médias qui ont relayé les choses, l'enquête aurait duré beaucoup plus longtemps. Ça c'est quelque chose que j'ai pu expliquer à ma cliente, c'est qu'en termes de délai, c'est un dossier qui a été traité extrêmement rapidement. Alors bon, heureusement pour ce dossier-là, maintenant ce n'est pas du tout la moyenne qu'on observe dans d'autres dossiers de harcèlement ou de nature sexuelle. C'est ça justement, les chiffres le disent, une victime sur 10 porte plainte, une plainte sur 10 aboutit. Qu'est-ce que tu dis aux victimes qui doivent porter plainte quand on connaît finalement le parcours du combattant que ça implique et est-ce qu'elles sont entendues ? Alors la première chose que je leur dis, c'est que ça va prendre beaucoup de temps. Parce qu'il faut vraiment réaliser qu'au moment où la femme vient me voir, elle souhaite une réponse rapide et là il faut faire œuvre de pédagogie, lui expliquer que la justice elle reste lente pour traiter ces dossiers-là, mais que c'est aussi pour protéger tout le monde et pour que l'enquête puisse se faire. Il faut savoir que quand une femme dénonce un viol, c'est considéré comme un crime et donc automatiquement un juge d'instruction va être saisi. Et là on peut partir sur des années d'enquête. Donc c'est vraiment un accompagnement de l'avocat qui va tout au long de ces années-là soutenir, alors avec l'aide aussi de beaucoup d'intervenants, je sais que il y a des associations mais formidables à Strasbourg, on est extrêmement bien entouré. Donc on est plusieurs acteurs, je ne dis pas du tout que l'avocat est le seul à encadrer la femme qui libérera sa parole, mais si vous voulez, il faut tout de suite prévenir que c'est un long combat
qui commence. Et alors justement, je te posais la question lorsqu'on a préparé l'émission, de dire comment tu gères quand tu vois des femmes qui viennent te confier un viol, un crime, et qui finalement ne trouvent pas la force. Et tu m'as répondu très justement, je ne les lâche pas. Alors c'est vrai, moi j'ai tendance à ne pas les lâcher, c'est-à-dire que quand je vais les voir pour la première fois, je vais tout de suite prendre le numéro de téléphone, le mail, je vais leur parler des associations d'aide aux victimes, je vais leur parler des numéros d'urgence, je vais leur dire voilà, que si ça se renouvelle, faut partir, faut pas hésiter à appeler la police ou la gendarmerie selon le secteur, faut déposer plainte, faut y retourner. Il faut savoir quand même qu'à Strasbourg, on a un parquet qui est très sensible à cette thématique-là, hyper réactif. Mais bien sûr, je connais aussi beaucoup de femmes qui sont revenues 2, 3 fois, qui déposent plainte et qui retirent la plainte. Voilà, on reste. sait que c'est un parcours voilà, difficile. Oui. Alors tu disais qu'effectivement il y a plus de condamnations depuis la libération de la parole, mais j'aimerais qu'on parle de quelque chose qui paraît technique, mais qu'on ne connaît pas. On sait qu'il y a des avancées au niveau de la justice, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a aussi des choses qui sont bien en arrière. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la correctionnalisation ? Yes, j'ai réussi. Alors ce terme barbare signifie quoi? C'est-à-dire qu'en fait, à l'heure actuelle en France, je l'expliquais, quand on dépose plainte pour viol, ça part sur une instruction. Et au bout de l'enquête, le juge d'instruction propose à la partie civile de correctionnaliser son dossier. C'est-à-dire qu'on sait que les caractéristiques du viol sont fondées dans le dossier parce qu'il y a eu une pénétration non consentie, donc on est clairement sur un viol, mais pour juger rapidement et voilà, par souci... On rétrograde en fait. Exactement, on transforme le viol en agression sexuelle pour que ce soit jugé par un tribunal correctionnel et non plus par une cour d'assises. Voilà, c'est une histoire aussi très certainement de budget. C'est ce qu'on allait dire, c'est que moi j'ai entendu deux choses que tu disais, c'est qu'effectivement ça fait gagner de l'argent parce que c'est plus court. Et après l'argument auprès des victimes qui est incroyable, qui est de dire ça va arrêter, ça va durer des années, il y aura peut-être même rien au bout, alors autant faire ça. Mais du coup, disons-le, les peines sont bien inférieures. Tout à fait. Et alors c'est vrai que ça peut faire gagner beaucoup de temps parce qu'un tribunal correctionnel c'est beaucoup plus facile à prévoir, une audience qui jugera le mis en cause. Maintenant c'est quelque chose qui doit rester exceptionnel et malheureusement trop souvent on a encore en fin d'enquête des juges d'instruction qui disent que voilà, il faudrait pouvoir accepter. C'est incroyable. Ouais. Alors quand on parle de la libération de la parole, on parle des victimes, mais on parle, faut pas oublier l'entourage qui peut être au courant. Et donc c'était important aussi pour moi de te donner la parole là-dessus. Camille Kouchner, dans son livre La Familia, on parle très justement quand elle dit on savait autour de moi, et elle dit aussi très justement avec du recul, je ne sais pas ce que j'aurais fait à leur place pour ceux qui l'ont appris des années après. Est-ce qu'on peut être condamné pour avoir rien dit? Et puis vraiment ce que j'aimerais que tu dises à nos auditeurs, c'est quelle est la démarche à suivre quand on sait et qu'on veut dénoncer un crime? On va où? On appelle qui? Alors bien sûr qu'on peut être condamné, heureusement, on peut être condamné pour non-dénonciation de crime. Et ce qu'il faut faire, je pense que le premier réflexe à avoir, mais moi je vous parle vraiment côté droit, après avoir consulté des associations et tous ces acteurs dont on a parlé, c'est écrire au procureur de la République. C'est facile, on fait un courrier, il sera déposé au tribunal ou envoyé par la poste et automatiquement un dossier sera ouvert suite à cela. Jeanne, je sens que vous avez envie de réagir quand vous entendez beaucoup d'informations. Oui, mais c'est essentiel. Alors, au-delà de la technique, on voit bien effectivement qu'il y a encore des vrais dysfonctionnements institutionnels. Donc, vous l'avez dit, je pense qu'à Strasbourg, on a la chance d'avoir un parquet qui est sensibilisé, une procureure de la République voilà, pour qui c'est une cause et une question importante. Et je crois aussi, et ça c'est essentiel, mais on peut toujours s'améliorer, une coordination entre l'ensemble des acteurs, voilà, de la police municipale, police nationale, les associations, la justice, d'arriver vraiment à une chaîne qui facilite aussi le parcours des victimes, parce qu'à partir du moment où elles ont décidé de libérer leurs paroles, mais aussi de porter plainte, qu'elles puissent être accompagnées au mieux et de manière fluide, parce que souvent ce qui est dit c'est elles doivent taper, elles doivent redire, voilà, à chaque intervenant différent, elles doivent raconter. Exactement, qui sont voilà, avec peut-être
juste des formations un peu inégales des agents publics auxquels elles vont être confrontées. Donc là-dessus, je crois qu'on doit continuer vraiment d'améliorer les choses. C'est pour ça que je parlais de formation des agents publics dans toutes les strates, y compris d'ailleurs à la ville de Strasbourg. Alors, qu'est-ce que tu dis, toi, à des femmes qui n'osent pas franchir le cap de porter plainte, parce qu'on sait que c'est une montagne à franchir, qu'est-ce que tu peux leur dire pour les rassurer? Tu me disais en préambule que il faut parler parce que ça peut être une bombe à retardement. C'est ce qu'on constate, ça c'est certain. Même si c'est des années après, même si les femmes se disent que l'entourage ne va pas les croire, même si peut-être elles ne se sentent pas suffisamment entourées, faites-le, il faut le faire, parce que Strasbourg, c'est vrai, on a la chance d'avoir des acteurs qui sont là pour entourer la parole qui se libère, et il faut continuer, il faut absolument continuer comme ça. Est-ce qu'on peut dire qu'on vit une nouvelle ère ? Même au niveau de la justice. Ah oui, tout à fait. C'est bien de se le dire et de finir sur notre positive. Mais vraiment, aussi, ça je veux le dire, parce que effectivement, on sent que dans la société, les choses bougent et que le droit suit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on sent que il y a une avancée, une sensibilisation à ces sujets-là. Et donc, moi, je suis très positive pour la suite, très confiante. Et on rappelle juste l'information, parler, il faut le faire parce qu'il y a un délai de 30 ans maintenant qui court à partir de ce qu'on a 18 ans. Alors ça paraît technique, je le dis, mais c'est peut-être pas forcément, donc c'est important. Voilà, pour tout ce qui est viol, ça c'est la loi Schiappa. Maintenant c'est 30 ans à partir de la majorité quand on a subi le viol avant 18 ans, 20 ans dans les autres cas. Mais il faut le faire. Le temps passe beaucoup trop vite et on a besoin d'être en capacité de se construire. Merci Caroline, c'est passionnant, on pourrait parler pendant des heures. On a tellement de trucs et en plus je crois qu'on doit partir vers Berlin, on se connaît avec les grandes gueules, c'est international. Allez, on prend l'avion, on part à Berlin. Hey, hello Berlin. Hey, guten Tag. Alors on est avec pour celles et ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas encore Emanuela, tu es une Strasbourgeoise convaincue et évidemment expatriée à Berlin depuis quelques années. Tu es aussi une grande girl puisque tu fais partie du gang de girls. Alors, tu es féministe et aussi engagée. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux à travers ton compte Insta Emanuela. Il s'est passé quelque chose l'été dernier à Strasbourg, en Alsace, puisque tu as ouvert un compte Instagram qui aujourd'hui rassemble plus de 120 000 abonnés, qui s'appelle « Dis bonjour, sale pute ». Il a été lancé en juillet dernier et depuis, les médias se sont littéralement emparés de ton compte Instagram et on en parlait vraiment dans la presse un peu partout. Alors c'est un compte Instagram qui dénonce bien évidemment le harcèlement de rue. Alors Emanuela, qu'est-ce que c'est pour toi le harcèlement de rue? Le harcèlement de rue, alors bonjour déjà, pardon. Bonjour, merci de me recevoir dans cette émission. Alors le harcèlement de rue, dans sa définition, c'est un ensemble d'éléments répétés, tels que des sifflements, être suivi dans la rue, des bruits d'animaux, des compliments qu'on n'a pas demandé, des regards déplacés. C'est ce qu'on appelle aussi juridiquement l'outrage sexiste. Le harcèlement, c'est toutes ces choses qu'on vit au quotidien dans la rue, qui peuvent aussi dégénérer en agression sexuelle à partir du moment où il y a un contact avec la victime. Est-ce que tu imaginais que ça prendrait autant d'ampleur et que tu recevrais à partir du moment où tu as ouvert ce compte en te disant « Tiens, est-ce que moi aussi, à travers mon influence, je vais permettre de libérer la parole des victimes ?» Est-ce que tu t'imaginais recevoir autant de témoignages de femmes qui subissent le harcèlement de rue? Je m'attendais déjà pas du tout à ce que le compte soit très rapidement suivi par un grand nombre de personnes. Parce qu'à la base, je l'ai vraiment créé pour partager les messages que j'ai reçus, parce que je pouvais pas garder ça pour moi. Et au final, ça c'est allé beaucoup plus loin que ce que je pensais. Et j'ai commencé à recevoir une énorme quantité de messages. Il y a des messages que j'ai toujours pas pu ouvrir à l'heure actuelle, parce que la boîte Instagram est saturée. Donc j'ai été très, très surprise, pas forcément dans le côté positif, mais très étonnée en tout cas de cet énorme engouement autour de la page. Ouais.
Alors, sans trop en dévoiler, ces témoignages-là vont se transformer aussi dans un livre, on va le dire, on le révèle quand même, puisque suite à ça, on t'a proposé, Emanuela, d'écrire un livre, un ouvrage pédagogique autour du harcèlement de rue. On peut regarder à l'écran le livre aux éditions de Leduc, donc « Dis bonjour sale pute ». Comprendre le harcèlement de rue, le dénoncer et agir. Comment tu as travaillé, Amy, pour rédiger cet ouvrage qui se veut pédagogique et passer des témoignages que tu recevais par quantité incroyable à un manuel et à un ouvrage qui se veut pédagogique? C'est des mois et des mois de travail. Au final, comme je le disais tout à l'heure, j'ai été assez surprise par l'engouement que la page a pris. Je m'attendais pas du tout à recevoir autant de messages et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je pouvais pas juste relayer les messages. Quand une victime m'écrit, je ressens le besoin de pouvoir l'accompagner, de répondre à ses questions, de pouvoir l'aider dans ses interrogations sur comment porter plainte, vers qui me tourner, est-ce que je peux avoir une aide psychologique, est-ce que c'est une agression, comment réagir, comment m'en sortir, même de la part de témoins. Et quand j'ai été approchée pour rédiger ce livre, je me suis d'autant plus penchée sur toutes les lois qui existent, sur tous les moyens qui existent pour pouvoir réagir, que ce soit en tant que témoin ou en tant que victime. J'ai été accompagnée par différentes personnes qui m'ont aussi aidée à écrire le livre. Et l'idée aujourd'hui, effectivement, c'est de sortir ce livre qui sera, selon moi, en tout cas pas moralisateur. L'idée n'est pas de dire tous les hommes sont des agresseurs, toutes les femmes sont des victimes. L'idée est plutôt de dire, ok, voilà ce qui se passe, voilà comment est-ce qu'on peut réagir, tout en ayant conscience que 90% des victimes sont des femmes dans les violences dont on parle. Et voilà, donc en fait, j'ai lu beaucoup de livres pour pouvoir justement alimenter le mien avec un maximum de contenu et d'expérience. Alors ce livre sort en juin. J'espère que tu nous laisses la priorité de la promotion de ce livre à Strasbourg et que tu reviens bientôt nous voir. Alors c'est un sujet, le harcèlement de rue, qui évidemment est un vrai sujet même au niveau de la ville de Strasbourg, puisque en octobre dernier aussi, nous étions toutes et tous à cette marche pour lutter contre le harcèlement de rue. On était même toutes et tous presque toutes en jupe en tout cas. Il y a de nombreuses associations aussi qui voient le jour, en plus évidemment de celle d'Amy qui verra le jour en Alsace d'ici peu. Notamment on pense à l'association Ruelle qui fait un travail aussi de fond et qui accompagne les victimes aussi de harcèlement de rue. Alors on le sait, je redonne des chiffres qui sont glaçants, mais 8 Françaises sur 10 se disent avoir été harcelées au moins une fois dans l'espace public. Alors aujourd'hui, Madame la maire, je vous demande quelles actions peuvent être menées par la ville de Strasbourg pour lutter encore et toujours plus contre ce fléau qu'est le harcèlement de rue. On sait bien en tant que femme que dès le plus jeune âge, en fait, on intériorise même le fait de se faire interpeller, agresser, insulter dans l'espace public. Je me souviens de ma petite sœur à 12 ans rentrant à la maison et voilà, un vieux monsieur lui avait dit des paroles obscènes. Elle avait 12 ans. On sait très bien qu'on est confronté à ces phénomènes très très tôt et très 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 jeunes. Donc je pense pouvoir réagir parce qu'on ne nous apprend pas à réagir. On ne nous apprend pas à réagir, on n'apprend pas forcément aux personnes qui sont témoins de scènes de ce type à réagir non plus, un peu tétanisées, tout le monde, qui n'ose rien dire, etc. Donc je trouve ça très bien déjà que ce genre d'initiatives sont absolument formidables parce qu'elles permettent de dénoncer le phénomène, elles permettent de dire aussi que c'est pas normal et elles permettent de donner des solutions concrètes pour pouvoir agir, y compris pour permettre que cela cesse. Au niveau des pouvoirs publics, notamment locaux, moi je souhaite qu'on engage notamment une campagne d'affichage et de sensibilisation dans les transports publics qui rappelle qu'il n'est pas normal d'aborder, mais ne serait-ce qu'aborder, parce que parfois c'est même pas des insultes, mais le fait d'être importuné dans l'espace public alors qu'on n'a rien demandé, tout simplement parce que on est une femme. Donc voilà, je pense que déjà soutenir ce type d'initiative, diffuser effectivement tous les recours qui peuvent exister, continuer d'informer et surtout continuer d'éduquer, comme je le disais tout à l'heure, ce volet éducatif dès le plus jeune âge, il est absolument essentiel. Ça commence par l'histoire de soulever les jupes des filles dans les cours d'école. Emanuela, est-ce que tu avais une dernière question puisqu'on est en échange et tu es malgré tout, même depuis Berlin, en plateau avec nous. Est-ce que tu voulais poser aussi une question à Madame la maire ?
Oui, alors je me permets d'être porte-parole de l'association Nous Toutes 67, qui avait une question notamment à poser, que je vais lire exactement comme elle m'a été envoyée. Est-ce que la ville a prévu de mettre en place des formations obligatoires pour tous ses personnels sur les violences et les égalités? Alors peut-être que vous l'avez abordé en début d'émission, je ne sais pas, mais j'avais pas le son. Sinon, je veux bien entendre la réponse. Oui, j'ai eu l'occasion de l'aborder tout à l'heure, donc en disant qu'effectivement il y a des formations qui existent, notamment pour pouvoir lutter contre les violences sexistes et sexuelles, mais maintenant il y a des formations spécifiques, ça c'est une nouveauté, concernant le harcèlement de rue, formations spécifiques notamment pour la police municipale de Strasbourg. Donc ça c'est spécifique à Strasbourg. Absolument, et là c'est quelque chose qu'on fait, je parlais d'exemplarité de notre collectivité. Donc effectivement, c'est absolument essentiel. Mais au-delà de ça, je parle de la police municipale, c'est encore une fois tous les agents et agentes du service public qui se doivent d'être exemplaires et formés sur ces questions. Merci beaucoup d'avoir répondu. Merci Amy, on se retrouve bientôt à Strasbourg, hein, puisque tu viens bientôt. Et merci pour ton action et ton engagement. Et à très vite. À bientôt, merci beaucoup. On reçoit notre prochaine invitée, elle arrive. En plus de Karen Châtaignier, une de nos fiertés alsaciennes, tu es humoriste, hein, pour ceux qui ne le savent pas, tu as commencé la scène avec l'improvisation théâtrale, déjà plus de 3000 spectacles, hein, tout de suite ça renvoie. Ça renvoie. Mais surtout en fait tu as tes propres idées et tes convictions. Et rappelons-nous, en 2015, c'est le déclic, l'adjointe au maire de Strasbourg t'invite à dénoncer avec humour les clichés sur la cause des femmes. Tu réalises que tu as un besoin viscéral d'utiliser l'humour pour changer les mentalités, casser les codes. Et depuis, tu œuvres en entreprise sous forme de conférences, tu défends les droits humains sans langue de bois, en faisant rire, mais surtout en faisant réfléchir. Merci d'être avec nous. On va commencer peut-être, avant de te demander tes réactions, tes combats, voir ce que ça peut donner, quoi. C'est parti. Et ordinaire, ça veut dire habituel. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas, on ne le sent pas, comme le gaz de ville. Il a fallu rajouter une odeur sur le gaz de ville pour le détecter. Faudrait faire pareil pour le sexisme ordinaire. En réunion, ça ferait... Mais il y a une odeur, là. Manu, qu'est-ce que t'as encore fait? Une blague. La cachette favorite du sexisme ordinaire. La blague, la bonne vanouse du lundi matin. Hein? D'ailleurs, je pense que les personnes qui font les blagues, elles ont l'odeur. Elles ont l'odeur. À chaque fois, elles disent un truc pour dédouaner du style « ça pue, mais c'est pas moi ». Ça va, c'est une blague. Ou pire, « ça pue, mais c'est toi ». C'est bon, t'as pas d'humour. Ou pire encore, « ça pue, tout le monde sait que c'est toi et personne te le dit ». Ça, c'est les gens qui rient après leur blague. Hein? Le vieux bulldog pétomane. Alors, la libération de la parole, ça se passe donc aussi en entreprise. Et là, on a un bel exemple, hein, SNCF, mais tu œuvres dans des grands groupes partout. On parle d'égalité des salaires, on parle de sexisme, on parle de harcèlement. Qu'est-ce que tu observes en entreprise et qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui au sein des entreprises? Alors, ce que j'observe en entreprise, c'est que la parole déjà se libère. C'est-à-dire qu'on n'est plus à devoir se cacher quand on subit, on peut le dire, pour au moins avoir une chance de le régler. Donc, il y a déjà ça, ce qui est fondamental. Qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui montrent l'exemple. Par exemple, je suis proche du réseau WEN chez Aguerre. Et c'est vraiment un groupe de gens, femmes, hommes, qui se réunissent une fois par mois pour échanger sur des thématiques de société, des thématiques des droits humains, des thématiques des employés et se dire tiens, on pourrait inviter cette personne-là pour nous parler. Et il y a vraiment ce qu'on appelle le débat. Et moi, je pense qu'on est dans une société où si le débat reprend, on a des chances de s'en sortir. Alors justement, tu le dis, tu donnes des noms même de groupes, on sent quand même que c'est à l'initiative de dirigeants qui ont cette sensibilité-là. Comment on fait bouger les choses en entreprise, dans des entreprises où c'est ancré, où comme tu dis, la blague ou le côté très masculin est dans la culture, mais ancré depuis des années. Et bien, j'ai une entreprise et d'autres en tête de personnes qui sont convaincues que de faire une blague sexiste, ça passe. C'est juste qu'à un moment...
ils vont être emportés par par la masse, par le nombre de gens. Je reste convaincue que le nombre fait la force et que plus il y a d'entreprises qui s'y mettent, plus les entreprises qui ne veulent pas s'y mettre s'y mettront de manière obligatoire. C'est comme du savon en fait. Toi, quand tu as de la mousse dans un bain, tu as un petit bout de mousse. Tu as toujours un petit bout de mousse paumé. Et au bout d'un moment, le petit bout de mousse, hop, il est attiré par le gros bout de mousse. Ça vaut pour tout et ça vaut dans tous les milieux depuis le début de cette émission. Mais quelles sont les réactions des hommes, mais aussi des femmes, quand tu fais ce type de conférence et que tu viens gratter un petit peu et que tu mets aussi en lumière ce qui se passe quand on parle de la petite stagiaire qui arrive et qu'on dit ah, ma petite. Oui. Eh ben moi, ce qui se passe déjà, c'est qu'ils rient. Ils n'ont pas l'habitude en entreprise entre midi et 2 après avoir mangé à la cantine ou après avoir mangé chez eux et en télé. De voir ça. Déjà, ils rient, donc ils se détendent. Et après, ils se rendent compte que moi, je donne des exemples, je donne mon exemple et j'y vais clairement, sans langue de bois et jusqu'au bout. Ce qui fait qu'ils se sentent légitimes de pouvoir le faire derrière. Et j'assiste à des débats parfois, mais d'une sincérité, d'une profondeur, ça touche l'humain en fait. Parce qu'en dehors, qu'on soit des hommes et des femmes, on est des êtres humains. Et là, en face de moi, j'ai plein d'êtres humains qui considèrent, et des hommes qui commencent à considérer leur place d'homme. Parce qu'on les ramène au fait d'être des êtres humains par rapport aux femmes, et d'un coup ils disent ah, mais en fait, un homme, c'est pas juste un gars qui doit se muscler. Elle est où ma place? Et ma fille? Et ma femme? Et d'un coup, j'ai l'impression que tout s'allume autour des hommes en ce moment, genre ah, mais il y a des choses autour de moi en tant qu'être humain, mais je suis un homme. Tu sais, j'ai une prise de conscience des hommes, il y en a plein qui ont peur. Tu sais, il y a plein d'hommes dans les entreprises, ils me disent ah, on a peur, qu'est-ce que je fais si j'ai une stagiaire je sais pas, c'est une bombe ou elle va exploser? Enfin, t'as l'impression que tu sais qu'il faut le fil rouge ou le fil noir, je sais pas. Mais c'est un être humain. On s'en fout que ce soit un homme ou une femme. Traite-la comme un être humain en fait. Imagine, c'est un être humain. Mais tu vois bien et tu le dis parce qu'on a dit que tu faisais des conférences, mais en fait surtout tu ouvres des espaces, donc tu vas titiller avec l'humour. Donc après il y a des espèces de prises de conscience, hein, tu viens chercher quelque part. Et après ces prises de conscience, tu permets aux gens de s'exprimer pour qu'il y ait des envies d'agir et des propositions aussi de changement en fait, de prendre conscience des choses et de dire ah ouais peut-être que quand je fais ça, c'est vrai, ça a cet impact-là. Et donc ça fait bouger les choses. Alors quand on a préparé cette interview, on a parlé en off aussi que l'entreprise a un rôle sociétal et que l'entreprise doit prendre soin de ses collaborateurs. Ça passe aussi par les écouter, les protéger. Est-ce que tu peux me donner quelques exemples et même me citer l'exemple que tu m'as donné je ne me souviens plus. Il y en a plein. De cette femme qui était battue. Oui. Alors moi, je suis proche d'associations aussi qui aident les femmes et les enfants à se protéger des conjoints et des hommes violents. Et ben, les femmes sont forcément amenées à travailler dans les entreprises aussi. Et je trouve que dans les entreprises, on peut mettre en place des connexions pour que ces femmes trouvent des solutions. C'est-à-dire que les entreprises doivent, selon moi, et peuvent être un endroit ressource pour aider des femmes qui subissent des violences. Et par exemple, à Toulouse, il y a une entreprise en fait où la collègue de travail voyait très bien que sa collègue était une femme violentée, battue, et son mari regardait les kilométrages de sa voiture. C'est-à-dire, elle n'avait pas le droit de faire plus de 1 km de l'aller-retour à la maison-travail. Et un jour, sa collègue lui a donné les clés de sa voiture à elle. Elle lui a dit tiens, t'as ma voiture toute la journée, t'en fais ce que tu veux. Et elle a pu prendre la voiture de sa collègue pour aller chez cette association à Toulouse qui s'appelle APIAF, qui est rattachée à la Fédération Nationale Solidarité Femmes, que je salue parce que je suis l'ambassadrice et qui font un travail phénoménal, notamment qui gère le 3919 aussi. Et elle est allée chez APIAF, où elle a reçu une écoute, elle a été aidée et elle a pu se protéger de son mari. Tout ça pour vous dire que l'entreprise, c'est de la solidarité. Et cette solidarité, elle est vraiment en train de grandir. Et plus on parle autour de l'entreprise, plus dans l'entreprise, ça peut changer. Ce que tu es en train de dire, c'est que c'est des espaces de vie, l'entreprise. C'est-à-dire c'est un espace de vie, c'est un espace où on peut grandir, où on peut changer, où on peut évoluer, être sensibilisé et puis aussi prendre soin des gens. Mais pour ça, il faut aussi créer les espaces pour et puis initier. C'est ce que tu fais en entreprise. Et il y a une volonté aussi de le faire des personnes dans les entreprises. Et est-ce que tu as pu voir des progrès après tes passages? Pas encore. Tu peux pas voir des progrès, tu peux juste... Là, je suis en train de discuter avec justement un cabinet qui met en place des tables rondes pour ouvrir encore plus loin, faire ma conférence et mettre en place des plans de discussion pour le débat, quoi. C'est que dans le débat qu'on trouvera des solutions. Si on écoute tout le monde sans préjugés, on trouvera des solutions.
Jeanne, qu'est-ce que ça vous évoque? Bon, je sais que vous connaissez Karen, on parle de l'humour et puis finalement, quelque part, c'est aussi grâce à la mairie de Strasbourg, en tout cas, qu'il y a eu ce déclic qui t'a vraiment donné envie. Mini Goodbye, pour la nommer, ouais. Bah oui, Mini Goodbye, on peut la citer parce qu'elle a fait beaucoup, et elle continue d'ailleurs, pour les droits des femmes à Strasbourg et bien au-delà. Donc, oui, mais je crois que ce que permet l'humour, c'est de lever la chape de plomb, quoi. C'est de créer les interstices, mettre un pied dans la porte et de permettre effectivement d'en parler en entreprise, que ce soit pour parler de ce qui se passe dans l'entreprise ou de ce qui se passe peut-être en dehors. Ce que je trouve intéressant dans le témoignage de Karen, c'est que des hommes peuvent se retrouver un peu déboussolés par cette prise de conscience. Et donc, je crois que tu l'as dit, il y a besoin aussi de les accompagner, de leur donner des clés, parce que j'imagine ce véritable désarroi de se dire zut, ça a toujours fonctionné comme ça, et en fait, bah non, ça ne doit plus fonctionner de la sorte. Et comment je fais pour m'adapter? Donc le fait de donner des clés, et aussi de dédramatiser, juste le respect en fait, voilà, se respecter effectivement et arrêter de faire des blagues discriminantes et sexistes, voilà, c'est tout. Oui, alors on peut plus rien dire, on peut plus rire de rien, si, mais écoute, si tu peux commencer par rire de toi, et puis après il y a des espaces pour ça, c'est-à-dire que il y a des moments où du coup ça devient de l'intimidation et où c'est pas juste en fait. Et puis il y a une règle dans une blague, c'est quand la personne concernée rit pas, c'est que c'est pas drôle. Ou alors elle a pas d'humour, mais dans le cadre d'une blague sexiste, c'est regarde autour de toi, mais si beaucoup de femmes rient pas à tes blagues, peut-être qu'il y a une raison fondamentale à ça, quoi. Et ça, c'est en train de changer. Ça, on constate que ça change. Ouais. Merci beaucoup Karen, on pourrait rester des heures, tu es déjà venue à notre dernière émission, tu sais que tu es toujours la bienvenue. On reçoit nos dernières invitées. Merci Karen. Et oui, bonjour, bienvenue Nora, bonjour. Alors, on te connaît bien puisqu'on t'a reçu dans l'émission des Grandes Girls. Alors Nora, tu es la présidente de l'association Speaker, qui a été lancée en 2017, qui est un média collaboratif citoyen des quartiers populaires, inspiré du célèbre Bondi Blog, vous ne vous en cachez pas. Le Bondi Blog qui avait notamment vu le jour après les émeutes de 2005, qui est devenu vraiment un média incontournable aujourd'hui. Alors la vocation de Speaker, c'est de raconter la France, mais Strasbourg aussi, à travers la diversité ethnique, et d'être la voix aussi des quartiers sensibles, véritablement. Alors vous faites des vidéos, des captations, des ateliers d'art oratoire, vous avez plein de projets et vous donnez de la visibilité aux habitants des quartiers populaires faits par des habitants des quartiers populaires. Alors ça fait 4 ans que vous avez lancé Speaker. Est-ce que la parole se libère enfin dans les quartiers ? Alors, j'ai envie de dire que c'est un gros travail, ça prend du temps. L'envie, effectivement, tu le disais, Caroline, c'était de faire parler les habitants de ces quartiers populaires, de leur permettre de se réapproprier l'image de leur quartier, leur image aussi, finalement, puisque le constat de départ, c'était quand même de dire il y a une image qui est déformée quand on parle de nous dans les médias, quand on parle de nous dans la presse, c'est toujours sous le même prisme et c'est un prisme déformant. Et à un moment donné, on critique, mais on n'a pas accès finalement à ces médias-là, ces médias mainstream. Donc on va développer nos propres finalement canaux de communication et on va montrer qui on est vraiment. Et qui est le mieux placé pour le faire que ces jeunes, puisqu'on travaille beaucoup avec des jeunes des quartiers populaires pour le faire finalement. Comment ça se passe, l'organisation de ces réunions de rédaction, de ces conférences de rédaction et l'équipe Speaker? Tu nous as rencontrés récemment. Oui. Non, pas du tout. C'est pour ça en fait que je t'en parle, parce que moi j'ai été agréablement surprise, cette parité incroyable, où en fait on arrive dans un environnement où en fait tous les clichés disparaissent et les stéréotypes se lèvent aussi. C'est vrai que souvent je dis plutôt que des discours, venez nous voir. Venez voir ce qui se passe en fait sur le terrain. Alors ça fait très démagogique finalement de dire ça, mais je me rends compte qu'une simple visite, on organise très souvent, on se rejoint beaucoup autour de la nourriture, il faut le dire, même si c'est un petit peu plus compliqué en ce moment. Mais je dis, venez, on a nos brunchs du dimanche matin, venez voir comment se passe une conf de rédac, même si c'est un terme un petit peu galvaudé, mais venez voir comment on échange entre nous et venez voir comment c'est libre en fait.
Et parce que on a créé cet environnement de confiance où la parole, finalement, de toutes et de chacun peut être exprimée sans qu'il y ait derrière un jugement ou sans qu'il y ait derrière, attention, ça se dit pas. Ça, il ne faut pas le dire comme ça. Si à un moment donné, il n'y a pas cet espace de liberté, on ne peut pas déconstruire, y compris chez nous, un certain nombre de préjugés qu'on peut aussi avoir quand on est issu des quartiers populaires. Alors vous êtes situé, parce que tu dis venez nous voir, donc vous êtes situé à la Méno, hein, vous avez un très bel espace de travail, un très beau studio, rue Schulmeister. Est-ce que tu peux nous parler de ce média qui a vu le jour il y a quelques mois et qui est plutôt orienté femmes, voire complètement orienté femmes? Alors on a un parti pris, nous dès le départ, on a été très vigilants sur cette question de la parité, de faire en sorte que finalement cet endroit, qu'il n'y ait pas un public qui en chasse un autre. Enfin, c'est des thématiques qu'on connaît assez bien. Et donc, le fait que moi, j'avais pas spécialement envie d'être à la tête de la structure, c'est pas, voilà, j'ai une vie assez pleine, comme beaucoup de gens, mais la mienne particulièrement, j'ai envie de dire en ce moment. Mais on m'a dit, c'est important que tu prennes aussi la tête parce qu'à un moment donné, ça donne une image aussi. Et c'est vrai que ça peut, comme tu le disais Jeanne tout à l'heure, le fait de voir qu'il y a des femmes qui sont à la tête de structures associatives ou de collectivités ou autres, ça envoie un message sans qu'on ait besoin finalement d'en parler. Ça inspire. Et on a eu quelques jeunes filles qui nous ont rejoints un peu plus récemment, qui nous ont dit en fait, c'est cool vos sujets. Bon, il y a beaucoup on va dire, de choses qui tournent autour des cultures urbaines, de l'entrepreneuriat dans les quartiers. On a envie de parler un peu plus des femmes dans les quartiers et puis de tendre un peu plus le micro. Et là, on s'est dit, c'est super. Et puis, de toute façon, il y a Rania qui va me succéder, qui va en parler beaucoup mieux que moi. Évidemment, mais ça permettait de faire le lien. C'est un peu l'idée de départ, en fait. Alors, les projets de speaker, bien sûr, on parlera avec Rania dans quelques secondes et du média Elle, by Speaker. Oui. Mais les projets, là, rapidement, il y en a plein, il y en a tellement, en fait. Il y en a tellement. Il y a de la fiction. D'ailleurs, on a reçu un réalisateur parisien qui est venu aider des jeunes sur un court-métrage. Et j'ai jamais vu autant de filles. Et il travaille beaucoup en banlieue parisienne, etc. Donc, il me dit... je lui dis, ouais, mais il y a un truc à Strasbourg, en fait. Faudrait que du coup, il me dit, ouais, je crois que je vais venir m'installer ici. Donc, il y a ces projets un peu autour de la fiction. Il y a toujours une émission qu'on organise qui s'appelle le 6-7, qui devrait sortir prochainement, avec différents sujets. Il y a de l'art oratoire. On prépare un procès fictif d'Homer Simpson sur les questions d'environnement. Et on a aussi cet été un grand programme de projection d'été ciné en plein air dans les quartiers populaires, dans 4 QPV strasbourgeois. Eh ben, est-ce qu'on ne regarderait pas une des vidéos qui a été lancée par Elle, by Speaker, et puis juste après, alors on te remercie Nora, merci à vous. On rejoint Rania qui sera là en plateau et qui nous en parlera, on regarde leur première vidéo. À l'école, quand ils nous demandaient votre vœu, c'était footballeuse professionnelle, ils rigolaient les profs. Au quartier, je jouais avec des garçons. Après, je me suis lancée dans un club. J'ai fait 2 ans à la SPTT avec les garçons, U13. Et après, je suis partie pour le foot féminin. 7 ans. C'est difficile. Je suis là, j'étais vraiment la seule. C'est que des garçons, une fille. Ils attendent peut-être beaucoup plus. Ils nous comparent directement avec un garçon alors que pas tout de suite. Il faut nous laisser le temps de s'adapter, que moi, techniquement et physiquement, j'avais les capacités. Mais j'étais souvent sur le banc. Donc du coup, ça m'a mis un coup. Au moral, j'ai arrêté pendant 1 an. Quand un gars, il devait me couvrir, non, je la prends pas, c'est une meuf, t'es fou, quoi. Et dès que je mettais un petit point à un gars, tout le monde le chambrait. C'était quand même dur à vivre. Eh bien, bonjour Rania, merci d'avoir succédé à la présidente de l'association Nora. Et donc Rania, on vient de voir la première vidéo de Elle by Speaker. Alors, tu n'es pas seule sur le projet Elle puisque vous êtes un duo, un peu comme nous, Katia. Rania, tu es accompagnée de Kenza sur ce projet-là. Alors, tu es membre de Speaker depuis quelques années et tu as lancé donc avec Kenza ce média féminin, féministe. Est-ce qu'il y avait une urgence à un moment donné de laisser la parole des femmes s'exprimer dans les quartiers ? Alors comme tu l'as dit Caroline, moi ça faisait un moment que j'étais engagée associativement et c'est vrai que quand j'ai rencontré Kenza, on en a discuté et elle me parlait en fait du fait que lorsqu'elle était venue, il n'y avait pas beaucoup de filles. Et c'est vrai que moi j'étais là depuis longtemps, il y a souvent des bénévoles filles, mais moi j'étais la vice-présidente
Nora m'a fait confiance, etc. Donc je trouvais ça assez honorable. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a brainstormé et on s'est dit qu'on allait lancer en fait un média au sein de Speaker, féminin, féministe, et qui mettrait en fait en lumière les femmes de nos quartiers populaires. Et pour moi, ça a fait tilt parce qu'en fait, j'ai grandi dans un quartier depuis 20 ans et je me suis dit que c'est vrai en fait, on met rarement en lumière ces femmes qui sont actrices en fait de ce quartier. Et voilà, ça a été une urgence, ouais, on peut dire ça comme ça. Donner de la visibilité aux personnes invisibilisées, c'est un peu le principe de ces vidéos-là. On voit avec Angélique, elle parle vrai, elle parle sans tabou, et puis voilà, elle libère la parole. Elle est sur un terrain de foot et c'est une femme et elle en parle librement. Comment vous êtes accueillis par ces femmes-là? Est-ce que tu as l'impression qu'elles sont en attente justement de cette libération-là, celles que vous rencontrez? Je dirais qu'elles sont en attente, mais elles sont surtout contentes en fait qu'on leur mette la lumière. Et elles se sentent honorées, elles rentrent dans leur vie intime et elles se livrent totalement. Et elles oublient en fait qu'il y a une caméra, qu'on est là derrière, qu'on leur pose des questions et c'est en fait une vraie introspection. Et moi je fais pas mal de photographies argentiques et du coup pour moi, lorsque je sortais dans mon quartier, je prenais mon appareil photo et puis tout simplement je prenais en photo les femmes qui animaient mon quartier. Que ce soit des mamans, la diversité, des fois c'est des femmes turques qui faisaient une cueillette juste en face de ma chambre ou tout simplement des joueuses de foot. Et ces photos, on les retrouve où? On les retrouve sur notre Instagram qui s'appelle l.speaker. Et voilà. Il y a des prochaines séries qui sortent. Oui, il y a des prochaines séries, super. Là, on a vu la première vidéo qui déjà donne très envie de voir les autres témoignages. Alors, c'est quoi les projets bientôt du média Elle? Alors, avec la direction de territoire de Strasbourg, on a justement, on va faire des capsules temporelles qui en fait, donc pour la journée du 8 mars, pour libérer la parole, où en fait on a accueilli plusieurs associations comme Thémis, Ruelle, Mon Petit Nid. Et voilà, on a fait la captation vidéo et c'était super intéressant. Et sinon, on a aussi l'idée de faire un podcast qui, je ne sais pas quand est-ce que ça sortira, mais... On ira les voir, Katia. Exact. Pour en parler avec elle, en tout cas, on a envie de voir ce projet de très près. Madame la maire, qu'est-ce que ça vous fait... Qu'est-ce que ça vous inspire de voir cette parole aussi qui se libère? Alors, c'est pas récent, puisqu'on l'a dit, Speaker existe depuis 2017, mais cette action, cet engouement, même auprès des jeunes, qui libère la parole. Déjà, je suis une grande fan du travail effectué par Speaker, et je pense que ce travail de longue haleine, il inspire aussi dans différents quartiers, il inspire aussi d'autres associations et je vois beaucoup maintenant d'initiatives autour de web radio, autour de web séries, de podcasts et partout dans la ville et ça je trouve ça très positif. Et après le travail spécifique qui est fait là autour de l.speaker, c'est magique parce que quand on parle des quartiers, c'est toujours des stéréotypes quoi. Soit c'est des stéréotypes négatifs, quartier périphérique, quartier sensible, l'insécurité, etc. Soit c'est des stéréotypes positifs, on veut dire des choses positives, mais ça va être très cultures urbaines et on voit que des hommes en train de faire du rap ou du hip-hop. Ben non, la réalité des quartiers, c'est pas ça. Et je trouve ça formidable, du coup, vous l'avez dit, d'honorer, de mettre en visibilité les femmes de ces quartiers et surtout de leur donner la parole. C'est génial parce que je pense que ça va permettre vraiment de déconstruire ces stéréotypes et puis là aussi d'inspirer, je pense, énormément d'autres femmes. Absolument, mais pour rebondir sur ce que vous disiez, souvent on pense qu'il y a l'omerta en fait, qui règne dans nos quartiers et que personne parle et que les femmes peuvent être soumises ou sous silence, mais alors que c'est pas du tout ça. Et du coup, ouais, exact. Il y en a. Ouais, tout à fait. Mais voilà, la majorité, c'est pas trop ça. Du coup, En tout cas, bravo vraiment pour ce lancement, cette action. En tout cas, nous, on vous suit, on vous soutient à fond, les grandes girls. Hein. On est là depuis le début et depuis même quand Speaker s'est lancé. Et voilà, donc on est avec vous. Et Rania, tu clôtures cette émission spéciale. On arrive à la fin de ce live, on aurait pu évidemment, il y avait une telle richesse des invités, on aurait pu débattre pendant des heures, mais c'était important de donner la parole à tout le monde. Merci Jeanne, merci de nous avoir accordé ce temps-là. Merci à Auguste et Louise pour nous avoir mis à disposition le plateau et surtout cette équipe de choc qui a géré ça, mais d'une main de maître. Merci à notre partenaire média Top Music, merci à Jésus Baptista pour le montage du micro-trottoir, merci au groupe Crémer pour cette mise en beauté qui nous a fait du bien.
bien. Merci à Annabelle de l'agence PAN pour la partie technique et pour son full support. Merci Caroline, mon acolyte. Je perds mes mots. Je suis toujours émue et je prends toujours beaucoup de plaisir à monter des choses comme ça. Merci pour le temps que tu as donné. Je suis fière de nous. Merci, on se touche pas, pardon, Disney. Est-ce qu'on donnerait pas rendez-vous quand même sur le prochain podcast? Déjà sur les pages. Oui, sur les pages, puisque bien sûr cette émission spéciale, vous la voyez depuis la page des Grandes Girls, mais aussi depuis la page de Strasbourg, depuis la page de Speaker, depuis la page de Top Music, depuis la page d'Auguste et Louise, depuis la mission des droits des femmes et aussi de l'égalité de genre. En tout cas, on est visible partout, que cette vidéo va rester, elle peut être revue pas que aujourd'hui. En s'endormant, le matin au réveil, tout le temps. Libérons la parole, partout. Merci à tous, à bientôt. On se retrouve sur le prochain podcast des Grandes Girls, que je rappelle sur le site de Top Music et sur toutes les plateformes Deezer, Spotify, etc. Merci à nos invités. À bientôt.